Échographie pédiatrique ostéo-articulaire. Le normal et le pathologique. I. Amar, L. Lamar, L. Ben-Hassine, H. Louati, W. Douira, I. Belaga. Service de radiopédiatrie de l'hôpital d'enfants Béchir Hamza de Tunis. Introduction. La pathologie musculo-squelettique est assez fréquente chez les enfants. L'échographie est souvent le meilleur examen et parfois le seul qui est réalisable dans le cadre de l'exploration de ces affections. Objectif. Connaître l'aspect échographique normal des parties molles, du cartilage et de l'os. Indiquer les situations où l'échographie est le meilleur examen parmi d'autres, hanches douloureuses, et les situations où l'échographie est une alternative ou un complément à d'autres techniques d'examen. Discussion /échographie ostéo-articulaire normale. La particularité de l'enfant, aspect cartilagineux non encore ossifié des épiphyses des os longs, figure 1. Prête à confusion avec un épanchement intra-articulaire. L'exploration doit se faire de façon bilatérale et symétrique afin d'éviter les pièges. On doit analyser les parties molles, figure 2 et 3, ainsi que l'os, figure 4, et l'articulation. Figure 1, rotule épiphyse fémorale inférieure cartilagineuse hypoexogène finement ponctuée. Figure 2 coupe longitudinale, et figure 3, coupe axiale. Aspect échographique normal des tissus cellulo-graisseux sous-cutanés, qui sont d'épaisseur normale, d'exostructure hypoexogène au siège de septa hyperexogène, aspect normal du muscle qui est fibriaire au péné. P. C. Figure 4. Face externe de l'humérus droit et gauche, la corticale, C, est hyperexogène, le périoste, P, est hypoexogène doublant la corticale en externe. Aspect normal fibriaire au péné du muscle. Pas d'infiltration ni d'épaississement des tissus cellulo-graisseux sous-cutanés. L'échographie, la meilleure technique d'examen. 2.1. Hanche douloureuse. Plan de référence de l'écho, oblique. Le long du col fémoral. La comparaison des deux côtés permet la détection d'épanchements intra-articulaires minimes. Épanchement intra-articulaire, structure hypoexogène déformant la capsule antérieure dans la partie la plus lâche de l'articulation, figures 5 et 6. Une différence de plus de 2 mm par rapport au côté sain est considérée comme significative, figure 5. Figure 6. Figures 5 et 6. Épanchement intra-articulaire finement exogène avec épaississement et hyperémie synoviale en rapport avec une arthrite de hanche. Une fois l'épanchement intra-articulaire authentifié, l'échographie ne permet pas le diagnostic différentiel entre arthrite, hémarthrose et transsudat. L'arthrite septique peut échographiquement se manifester par un épanchement liquidien pur isolé ou produire un épaississement de la synoviale avec mise en évidence de petites particules au sein de l'épanchement. Le diagnostic repose sur l'examen clinique de l'enfant, le bilan biologique et la réalisation d'une ponction du liquide articulaire. 2.2. Pathologie musculaire non tumorale. Les muscles ont un aspect péné ou une structure fibriaire. Les déchirures musculaires se présentent comme un défect qui s'élargit lors des mobilisations actives ou passives. Un hématome sera initialement exogène, puis de plus en plus hypoexogène au fil du temps jusqu'à la liquéfaction, figures 7 et 8. Dans les lésions musculaires de type 1, il n'y a pas de modification morphologique ni d'hématome. Les lésions musculaires partielles, de type 2, se caractérisent par la discontinuité des fibres et l'existence de collections hématiques localisées. Les lésions musculaires complètes, de type 3, se présentent avec un hématome étendu, une rupture musculaire avec rétraction. Cette classification est importante à préciser pour apprécier le temps nécessaire au rétablissement, le moment adéquat pour débuter la physiothérapie et rarement de permettre de poser une indication chirurgicale. Figures 7 et 8, hématome et déchirure du muscle droit fémoral type 3 à sa jonction tiers-moyen-tiers distale. L'infection musculaire est rare chez l'enfant. Échographie, tuméfaction hypoexogène avec hypervascularisation en Doppler. Si on suspecte une pyomyosite, l'IRM est indiqué pour définir son ampleur et prévoir la meilleure voie d'abord pour la biopsie chirurgicale. 2.3. Pathologie tendineuse et ligamentaire.
Les régions superficielles, échographie à son meilleur niveau de performance. En mobilisant le membre passivement et activement, on peut facilement différencier les ruptures partielles des ruptures totales, ce qui peut être impossible à réaliser en IRM. L'échographie dynamique permet de rechercher une subluxation tendineuse. La résolution de l'échographie est suffisante pour exclure ou diagnostiquer une tendinopathie, une péritendinopathie, une rupture partielle, une enthésopathie, figure 9, ou une fissuration intratendineuse. L'échographie est particulièrement utile en confirmant le diagnostic de l'apophysite d'Osgood-Lataire, figure 10, à la tubérosité tibiale antérieure dans l'éventualité rare où il existe un doute clinique, tout en évitant l'irradiation des enfants. Ta fragmentée irrégulière. Figure 9, enthésopathie du tendon d'Achille. Figure 9. Figure 10, apophysite d'Osgood-Lataire, hyperémie du tendon patellaire endoplé. Ta fragmentée irrégulière. Figure 10. 3 barres obliques l'échographie, une technique d'appoint. 3.1. Les masses des parties molles. Souvent des kystes. S'il n'y a pas de contingent solide et si le kyste est en communication avec une articulation, figure 11, ou un tendon, alors l'échographie est suffisante. S'il y a un contingent solide, un bilan IRM est alors nécessaire avant une probable biopsie. Figure 11, kyste poplité. Une exception peut être envisagée devant une masse cliniquement évocatrice d'un lipome, exographiquement homogène, des sièges sous-cutanés, sans extension musculaire et de moins de 5 cm de diamètre, figure 12. Une lésion qui est partiellement liquidienne et solide avec notion de traumatisme ou de suspicion de traumatisme, situation fréquente chez l'enfant, peut correspondre à un hématome en cours de résorption et doit être suivi exographiquement jusqu'à sa guérison totale. Figure 12, lipome sous-cutané. 3.2. Ostéomyélite. L'échographie permet de chercher essentiellement un décollement ou une collection sous périostée, figures 15 et 16. Elle permet aussi de chercher une infiltration ou une collection au niveau des parties molles en regard, figures 17 et 18. Figure 15. Figure 15, collection sous périostée de l'extrémité inférieure du fémur. Figure 16, collection sous périostée de la face antérieure de l'aile iliaque. Figure 16. Figure 17 et 18, ostéomyélite du col du fémur rompu avec collection des parties molles. 3.3. Fracture mieux diagnostiquée par la radiographie standard. Il existe quelques cas où l'échographie est utile, notamment dans les zones non ossifiées à proximité des articulations, figures 19 et 20. Les épanchements intra-articulaires et les hématomes sont bien mis en évidence. Figure 20. Figure 20, coupe sagittale externe du premier métatarsien montrant une fracture incomplète du bord latéral du premier métatarsien. Figure 19. Figure 19, radiographie de face de l'avant-pied faisant douter sur la présence d'une fracture de l'extrémité proximale de la tête de M1. Les fractures se présentent comme des discontinuités corticales ou des images en marche d'escalier. L'échographie visualise souvent très bien les lésions cartilagineuses dans les traumatismes du coude, figures 21 et 22. Une technique rigoureuse est nécessaire et la comparaison avec le côté sain doit être la règle. Figures 21 et 22, décollement épiphysaire postérieur de l'extrémité inférieure de l'humérus.